Bonjour à tous et merci d'être présents à cet atelier où nous allons aborder les enjeux de la décarbonation pour les entreprises dans un environnement qui est de plus en plus contraint, et ce à différents titres, et on va le voir dans la discussion. Et donc je suis ravie aujourd'hui d'être aux côtés de Fanny Fleuriot du service comptabilité carbone de l'ADEME. Bonjour Fanny. Bonjour. Et donc deux entrepreneurs qui ont pu initier une démarche de décarbonation au sein de leur entreprise. Donc monsieur Florian Kachikian de la société Racer, donc qui produit et commercialise des équipements sportifs et gants de sport. Et donc monsieur Philippe Truel de la société CDM Lavoisier, donc qui produit et commercialise des équipements médicaux injectables. Et donc tous les deux, vous avez initié il y a peu un diagnostic décarbonation donc qui vise à réduire votre empreinte carbone. Et donc on va en parler juste ensuite. Mais pour commencer, j'aimerais repartir un peu du contexte et reposer les termes du débat. C'est vrai qu'on a vécu un été qui nous a rappelé à tous l'urgence de la situation avec des aléas climatiques extrêmes dans toute l'Europe et dans le monde. La publication du dernier rapport du GIEC nous montre encore une fois l'urgence de la situation. Et je pense à titre personnel que la prise de conscience de cette urgence, elle est acquise aujourd'hui auprès des citoyens, auprès des entreprises. Et on le voit aujourd'hui avec les entreprises qui nous sollicitent sur ces sujets. Mais malgré tout, il faut encore passer les messages et surtout aider les entreprises à se lancer et à faire des démarches qui vont dans ce sens. Et donc, avant tout, pour commencer, Fanny, une question te concernant. Qu'entend-on exactement par se décarboner ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, finalement ? Oui, alors si on repositionne ça un petit peu dans le contexte, on va dire que le texte officiel au niveau international, ça reste encore aujourd'hui l'accord de Paris. On espère que d'ici la fin de l'année, on aura potentiellement un accord de Glasgow, mais en tout cas, à date, on est sur l'accord de Paris, et l'objectif de l'accord de Paris à retenir, c'est un objectif de neutralité carbone, donc un équilibre entre émissions anthropiques d'un côté et absorption anthropique de l'autre, d'ici la deuxième moitié du siècle. Comment ça se traduit pour nous, on va dire, à l'échelle de la France ? C'est notre stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone, qu'est-ce que c'est ? C'est également un objectif de neutralité carbone, mais cette fois à horizon 2050 pour la France, et ce qui veut dire de réduire de diviser par 6 nos émissions par rapport au niveau de 2050. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est aujourd'hui, le niveau d'émission de la France, il est aux alentours de 450 millions de tonnes de CO2 équivalent. Il faut arriver à 80 millions de tonnes. Donc autant se dire que de 450 à 80, il y a un sacré gap à combler. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que tous ces objectifs, que ce soit l'accord de Paris, la SNBC, certes, ce sont les États qui s'en saisissent, mais pour que ça puisse être mis en œuvre, il faut vraiment que tous les acteurs se saisissent de ces objectifs et les traduisent à leur propre niveau. Donc ça veut dire les entreprises, mais également les collectivités, les territoires, les particuliers. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que certes, ces objectifs, que ce soit l'accord de Paris ou la SNBC, on parle des émissions au niveau national et on parle des émissions directes. Mais cet enjeu planétaire, il n'est pas uniquement sur les émissions directes, il est bien sur vos émissions directes et indirectes. Et notamment quand on est une entreprise. C'est déjà quelque chose qui est intégré au niveau de l'objectif de la SNBC, puisque même dans la SNBC, avec cet objectif de neutralité, on a aussi un objectif transversal qui est de réduire aussi notre empreinte carbone au niveau de la France. Réduire son empreinte carbone, c'est aussi à faire au niveau d'une entreprise. Il faut vraiment garder en tête cet ordre de grandeur qui est que les émissions indirectes pour une entreprise hors grosse industrie intensive, ça représente en général une moyenne de 70% de vos émissions. Donc passer à côté de son empreinte carbone et de ses émissions indirectes, c'est passer à côté de 70% du problème. Merci beaucoup pour ces explications et cette remise en contexte. Et effectivement, tu as raison de le mentionner, on est tous concernés, mais également les entreprises qui ont un impact forcément important sur ce sujet-là et sur le fait qu'on va pouvoir se décarboner efficacement dans les années à venir et massivement. Mais aujourd'hui, on constate que si les dirigeants ont tout à fait conscience de l'urgence de la situation, ils se trouvent en tout cas démunis, ou ils se sentent démunis par rapport à ces contraintes qui augmentent, contraintes réglementaires, de marché, des partenaires financiers aussi. Et face à ça, un manque de moyens, en tout cas ressenti, que ce soit financier, humain, mais également des solutions technologiques. Et donc finalement, aujourd'hui, il faut qu'on aide ces dirigeants à agir efficacement en leur proposant un certain nombre de dispositifs. Et donc je sais que l'ADEME propose aujourd'hui beaucoup de choses sur ces sujets-là. Donc Fanny, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que propose l'ADEME sur la décarbonation des entreprises ?
Volontiers. Alors, sachant que dans le temps imparti, ça va être compliqué de faire un panorama exhaustif de tout ce que l'ADEME peut apporter aux entreprises. Mais on va dire que s'il y a 2 idées à retenir, c'est que l'ADEME, avant tout, depuis toujours, c'est une agence d'expertise. Donc, on est vraiment là pour accompagner les entreprises en termes de méthodologie et de connaissances et de compétences autour du climat. Donc vous allez retrouver énormément d'informations directement sur le site de l'ADEME. Et si j'ai envie de faire un petit focus aujourd'hui sur la comptabilité carbone plus particulièrement, je vous invite vraiment à aller regarder toutes les ressources méthodologiques qu'on peut mettre à disposition de tout un chacun sur le centre de ressources Bilan-GES de l'ADEME. Mais l'ADEME, c'est aussi un partenaire financier et c'est souvent par là qu'on arrive à accrocher la plupart des acteurs économiques. Et donc, il y a également un foisonnement d'aides financières à destination des entreprises pour les aider à se décarboner. Début 2020, on a mis en place la plateforme Agir pour la transition, sur laquelle vous pouvez vraiment retrouver toutes les aides de l'ADEME. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce site-là et à pouvoir avoir un aperçu de toutes les aides qui sont à votre disposition. Si je devais en retenir juste 2, on va dire les plus emblématiques de ces derniers mois, vous avez le fonds Tremplin, donc, est dédié aux PME pour la transition écologique. Donc, c'est un fonds qui a eu énormément de succès, qui du coup aujourd'hui est très largement réduit, mais il reste encore des fonds et des aides, notamment sur tout ce qui est éco-conception ou gestion des déchets. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qui reste. Donc, par contre, c'est un fonds dédié uniquement aux PME. Et enfin, un deuxième fonds dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le fonds de décarbonation de l'industrie, donc là qui est doté de 1,2 milliard jusqu'à fin 2022. Et donc sur ce fonds-là, on est vraiment pour l'industrie, sur à la fois la décarbonation des procédés, mais également tout ce qui est audit énergétique et stratégie du coup de réduction des consommations énergétiques. Très bien. Effectivement, il existe de nombreuses choses et comme l'a dit Fanny, il faut aller se renseigner et contacter aussi, j'imagine, l'ADEME ou les contacts en région qui sauront guider chaque dirigeant. Et côté BPI France, on développe aussi une gamme d'offres d'accompagnement à la transition écologique des entreprises, d'accompagnement et de financement, puisque notre statut de banque nous permet aussi d'accompagner les projets des entreprises sur le plan financier. C'est une offre qu'on a développée récemment, qu'on renforce. La plupart de nos dispositifs le sont en partenariat avec l'ADEME, puisqu'on s'appuie bien sûr sur leur expertise pour développer ces produits. Et donc c'est une gamme d'offres progressive. On accompagne tout niveau de maturité, on va dire, d'entreprise sur ces sujets, avec une première brique de formation, de sensibilisation sur les enjeux de la transition écologique, qui est disponible gratuitement en ligne. Donc je vous invite à aller regarder sur le site de BPI France Université tout ce qu'on propose. C'est assez riche en termes de contenu. Donc ça, c'est vraiment la première étape finalement de sa décarbonation, c'est de savoir finalement de quoi on parle, quels sont les enjeux et notamment de son secteur d'activité. On a ensuite une deuxième brique de diagnostic qui permettent d'aider les entreprises à passer à l'action. Donc le premier d'entre eux, c'est le diagnostic Ecoflux qui a été lancé il y a 1 an et qui aide les entreprises, donc via l'intervention d'un expert qui se rend sur le site de l'entreprise, d'identifier des pistes d'optimisation de leur flux physique, donc l'eau, l'énergie, les matières, les déchets, afin de générer des économies de fonctionnement sur ces flux, mais aussi bien sûr de limiter son empreinte environnementale. Ça, c'est le premier diag qu'on a lancé il y a 1 an. Et le deuxième qu'on lance tout récemment et dont justement les 2 sociétés Rasseur et Lavoisier ont bénéficié en avant-première, c'est ce diagnostic décarbonation, où là, l'enjeu, ça va être vraiment d'établir une photo de toutes les émissions GES de l'entreprise, du scope 1 au scope 3, donc de façon, les émissions directes et indirectes dont tu parlais, Fanny, de façon vraiment exhaustive, et de les aider à définir un plan d'action pour réduire ces émissions sur les postes les plus émetteurs. Et enfin, une troisième phase qui va être la conduite du changement, l'accompagnement au changement et surtout la valorisation de cette démarche pour engager toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc en interne bien sûr tous les salariés, mais aussi ça peut être des fournisseurs, des clients, des partenaires bancaires, donc pour leur présenter la démarche et les encourager à contribuer finalement à cette démarche de décarbonation. Et enfin, troisième brique d'accompagnement qu'on peut proposer, c'est les programmes accélérateurs, donc disponibles pour une petite promotion d'entreprise sur différentes thématiques. Et on a l'accélérateur décarbonation qui se lance ce mois-ci et qui va accompagner une promotion de 15 entreprises à définir leur stratégie de décarbonation. Donc comment repenser leur modèle d'affaires pour qu'il soit compatible avec la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris.
Mais donc aujourd'hui, on voudrait faire un focus particulier sur ce diagnostic décarbonation, justement en écoutant le témoignage de Monsieur Truel et Monsieur Kachikian qui ont pu initier cette démarche au sein de l'entreprise, donc qui sont en cours, qui ne sont pas encore terminés, avec le cabinet de conseil Eco2 Initiative, donc qui les accompagne dans cette démarche, BPI France et bien sûr l'ADEME. Dernier partenaire que je n'ai pas cité, important, l'association Bilan Carbone, qui est référente sur le sujet du bilan GES, qui est également partenaire sur ce sujet. Et donc j'ai commencé par vous, Monsieur Kachikian. Donc finalement, quand vous êtes lancé dans cette démarche, comment abordiez-vous cette thématique de la décarbonation chez Racer et quels étaient vos principaux enjeux, vos principales problématiques? Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de vous commenter un petit peu comment ça s'est passé pour nous. La première étape, ça a été l'année dernière de refaire, en plein Covid, de refaire notre plateforme de marque. C'était primordial pour nous et de déterminer finalement notre mission et notre raison d'être. Donc ça rentrait dans un plan RSE à 3 ans et donc cette première étape étant terminée, effectivement Julie, donc BPI, m'a gentiment proposé d'être le cobaye de cette expérience-là avec Eco2 Initiative, qui nous a permis en fait de réaliser notre bilan geste, de savoir effectivement où est-ce qu'on en est. C'est un petit peu, si je prends l'image du régime, c'est quand vous commencez un régime, la première des choses que vous faites, c'est vous sortez la balance du tiroir et vous vous mettez dessus, vous pesez, ok, objectif 5 kg, 10 kg, 20 kg, peu importe. Mais au moins, vous avez une vision de de l'état actuel de votre corps et de là où vous devez aller. Là, on a fait en quelque sorte avec Eco2 Initiative, on a réalisé ce bilan-là sur tous les aspects de la société, donc à travers notre métier, donc le transport, la fabrication, la consommation d'eau, d'énergie, etc., etc. L'utilisation aujourd'hui du train, l'utilisation de l'avion, les visiteurs, comment ils sont venus au bureau, les déplacements des collaborateurs, ils se font comment, covoiturage ou pas covoiturage. Donc tout est analysé de A à Z. Et ça y est, on a les résultats. Il y a eu une quinzaine de jours, donc on a en quasi 2 mois fait un excellent travail et ça a été un recueil de données assez intense puisqu'il a fallu récupérer toutes les données à la fois en compte analytique, contrôle de gestion sur tous les aspects et puis solliciter nos fournisseurs de rang 1 et rang 2. Donc c'était assez éprouvant mais très intéressant puisqu'on s'est posé aussi des bonnes questions. Et derrière, on a travaillé avec les équipes d'Eco2 à la co-construction d'un plan d'action avec des objectifs qui sont à déterminer et dont vendredi matin, donc demain matin, on aura la présentation de ce plan d'action-là. Donc ce fut vraiment un travail très, très, très enrichissant pour toute l'équipe, puisque quasi tout le monde a participé, 25 collaborateurs, donc les 25 collaborateurs ont participé à ce plan d'action-là. À la fois les chefs de produits, mais aussi les commerciaux, le service achat, le service finance. Donc c'était une très belle journée, assez intense. Et j'invite à tous les chefs d'entreprise de faire la même chose, parce que c'est un travail seul, à mon avis, impossible à faire. Il faut le structurer. Et c'est vrai que le canevas proposé par Eco2 Initiative était assez intéressant. Il nous a permis d'aller vite et d'avoir des résultats probants. Donc merci à eux. Et merci à BPI du coup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et peut-être une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà identifié des premières actions ou finalement, quelles sont les prochaines étapes pour vous dans ce diagnostic ou même plus largement sur le sujet de la décarbonation? Le prochain objectif, c'est l'éco-conception. Ça, c'est vrai que c'était un travail qu'on avait commencé à mener l'année dernière, mais qu'il faut qu'on continue. Donc c'est du sourcing matière, c'est de simplifier nos collections, de simplifier nos produits, d'essayer de trouver aussi une seconde vie. Alors on a une seconde vie à travers Vinted, Le Bon Coin, puisque c'est des produits qui se revendent. Mais à la fin de cette seconde vie-là, on va dire, alors c'est la troisième vie, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et donc là, ça suppose de traiter l'amont et l'aval en même temps. Et voilà, je pense que dans les prochaines étapes, c'est ce travail-là qui est primordial pour les équipes R&D et autres. Effectivement, un gros travail, mais important. Et donc, Monsieur Truel, je me tourne vers vous maintenant. Donc, de la même façon que Monsieur Kachikian, vous aviez initié ce diagnostic à peu près au même moment, il y a quelques mois, donc qui est toujours en cours.
Je me souviens que lors de notre premier échange, vous aviez évoqué une démarche similaire qui avait été mise en place par quelques entreprises de votre secteur, mais plutôt des ETI, des grands groupes. Donc finalement, quelles sont les contraintes particulières qui pèsent sur les PME de votre secteur ? Bonsoir à tous. Donc effectivement, on a aussi bénéficié du support de la BPI et du cabinet Eco2 et ça a été vraiment pour nous un effet de levier. C'est une réflexion qu'on avait depuis un certain temps. Le secteur auquel on appartient, l'industrie pharmaceutique, qui est un secteur plutôt de grandes entreprises, a déjà une démarche en cours et avait même mis à disposition des entreprises un outil qui s'appelait Carbonem avec quelques heures de formation, mais très clairement, c'était inatteignable pour des entreprises comme la nôtre. On n'a pas de ressources internes, de personnes compétentes. Et donc, on a tenté de remplir l'outil et on a abandonné au bout de quelques heures. Alors que là, avec l'accompagnement d'Eco2, on a gravi l'Everest. Et ça a été finalement assez agréable et plutôt rapide. Comme l'a dit M. Kachikian, en 2 mois, on a pu récolter 90% des données nécessaires. Et on est assez content du bilan, puisque finalement, Eco2 nous a dit l'incertitude, elle est proche des 10%. Alors qu'en moyenne, je crois qu'on est en général à 20-25%. Donc ça nous a vraiment, je dirais, rassurés sur la qualité du travail qui a été mené ensemble. On a pu aussi embarquer les équipes. On est une entreprise de 130 personnes avec un site industriel. On était sur la période d'été, donc avec quasiment la moitié du temps, la moitié de l'effectif absente. Et néanmoins, les personnes se sont investies, se sont relayées sur la collecte des données. Et là, je dirais, on a eu l'avantage de notre secteur d'activité où tout est tracé. Et finalement, on a pu assez facilement, je dirais, aussi bien dans la comptabilité, dans les données de production, les dossiers de l'eau, retrouver les données qui étaient nécessaires à cette évaluation. Le bilan, alors je ne sais pas si ça parlera aux personnes qui nous regardent, mais c'est 5300 tonnes de CO2 en 2020. Donc c'est notre T0. Et effectivement, maintenant, on va déterminer un certain nombre de priorités d'action pour l'améliorer. On a appris des choses parce qu'on avait des intuitions qui étaient en partie bonnes. Le poste énergie, c'est un peu plus de 20%. Le poste emballage, c'est 25%. Et le poste intrant, c'est à peu près 25% pareil. Donc toutes les pièces détachées, services. J'avoue que sur ce poste-là, c'était une surprise. Moi, je ne m'y attendais pas forcément. Énergie, évidemment. On l'avait même déjà un petit peu en partie anticipé, et j'en parlerai après. Et les emballages, c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de notre secteur. On est dans un secteur extrêmement réglementé, des médicaments, où tout est enregistré dans des dossiers d'autorisation qui sont revus par l'autorité nationale. Et donc on ne peut pas changer comme on veut nos emballages, en tout cas les emballages qui sont en contact avec les produits, notamment sur des médicaments injectables. Et donc il y a un sujet sur lequel on réfléchit depuis longtemps, mais sur lequel on se heurte pour l'instant à la réglementation, qui est le réemploi d'une partie de ces emballages, puisqu'on fabrique notamment des ampoules en plastique. Donc on part de billes de polymère qu'on transforme. 60% des quantités qui sont mises en œuvre sont des déchets, en fait. Si on pouvait réemployer in situ ces quantités, ça serait un progrès extraordinaire, mais aujourd'hui la réglementation ne le permet pas du fait de notre activité. Donc on voudrait voir si on peut éventuellement faire bouger les lignes sur ce sujet. Très bien, effectivement, le sujet du réemploi dans le secteur pharmaceutique est contraignant, mais en même temps, c'est un gros levier pour vous décarboner. Donc le prochain atelier de définition du plan d'action aura lieu dans 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà identifié, donc vous avez parlé de l'énergie, des emballages, c'est sur ces pistes-là que vous allez travailler en particulier ? Alors, principalement, les énergies, comme je l'ai dit, on avait déjà un petit peu réfléchi en avance de phase, puisqu'on a un projet d'extension de notre site industriel qui est en cours. Et donc, on a bénéficié, lors de ce projet, de remplacer à la fois nos chaudières, qui servent à stériliser notre eau, et nos groupes froids. Donc, on a pris évidemment des équipements de récupération d'énergie avec des liquides frigorifiants, je dirais, non polluants, enfin, etc., etc. Donc, tout ça, c'est déjà un premier pas qu'on a fait. Et on en escompte une économie de consommation de gaz de 20% à peu près. Donc c'est assez sensible. Mais effectivement, sur les autres aspects, on a encore, je dirais, des actions à mener, notamment en éco-conception, effectivement. Et puis, on a une réflexion sur la maintenance prédictive. Parce qu'on a énormément de machines industrielles sur lesquelles on consomme. On s'en est rendu compte au gré du bilan. Beaucoup de pièces détachées qui viennent du monde entier, malheureusement, puisqu'il n'y a plus beaucoup de fabricants de machines-outils en France. Et donc, si on avait la capacité d'anticiper peut-être un peu plus les pannes,
où les dysfonctionnements, vraisemblablement, on consommerait moins de pièces détachées et donc on améliorerait aussi notre bilan. Très bien. Et je crois d'ailleurs que vous allez lancer un diagnostic écoflux aussi suite au diagnostic décarbonation qui permettra de compléter l'approche sur une vision plus flux physique. Tout à fait. Et du coup de compléter peut-être les actions sur la partie énergie également. Ça sera la deuxième étape puisqu'on est, comme on l'a dit, laboratoire français, fabricant. On distribue nous-mêmes nos propres médicaments et on a 35 autorisations de mise sur le marché, donc une centaine de fournisseurs de matières premières, de composants et plus de 1000 clients en France et à l'étranger. Donc ça représente énormément de flux très différents et sur lesquels on a aussi un travail à mener, très clairement. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir participé à cet atelier et avoir témoigné et présenté votre point de vue sur ce sujet. Donc si on a encore un tout petit instant pour prendre quelques questions, je ne sais pas si dans le public vous avez des questions pour nos intervenants. Je voulais juste simplement poser la question à Fanny Floriot sur la question de neutralité carbone. On sait qu'il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de débats autour de cette notion-là. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment l'ADEME se positionne par rapport à cette question de la neutralité carbone vis-à-vis d'une entreprise? Je suis désolée, j'ai pas entendu le début de la question. Par rapport à quoi il faut que Comment l'ADEME se positionne par rapport à la neutralité? Ah oui, neutralité carbone. Tout à fait. Donc oui, effectivement, autour de la neutralité carbone, il y a énormément de débats qui gravitent autour justement de cet objectif de l'accord de Paris, qui est le premier à avoir instauré cet objectif de neutralité carbone à atteindre du coup sur la deuxième moitié du siècle. Donc la neutralité carbone qui est définie d'un point de vue scientifique comme l'équilibre entre les émissions anthropiques d'un côté et les séquestrations anthropiques de l'autre. Donc c'est vraiment l'idée d'atteindre un état d'équilibre. Aujourd'hui, on voit fleurir énormément d'annonces, que ce soit de la part d'entreprises, de produits, de services, de territoires qui cherchent à atteindre cette neutralité carbone. C'est une démarche tout à fait louable et une démarche pour laquelle on a vraiment besoin de l'engagement de tous, donc que les entreprises, que les collectivités, etc., que les citoyens s'engagent dans des démarches de neutralité carbone. Là-dessus, l'ADEME y est tout à fait favorable. Après, la bonne mesure à savoir, c'est qu'est-ce que c'est une démarche de neutralité carbone. Donc se cacher derrière juste, entre guillemets, un claim marketing qui va être « je suis neutre en carbone », c'est finalement se desservir soi-même, puisque derrière un neutre, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc chercher absolument, en termes d'affichage, de vouloir juste vendre du zéro, finalement, c'est mélanger toutes les démarches, celles qui sont vraiment robustes, où on a vraiment une stratégie de réduction ambitieuse de la part de l'entreprise. Quand je dis stratégie de décarbonation ambitieuse, on est sur des objectifs 1,5 ou des objectifs 2 degrés, donc vraiment dans une trajectoire qui permette d'atteindre un petit peu l'objectif que je mentionnais tout à l'heure, pour passer de 450 à 80, forcément, il va falloir réduire. Donc c'est vraiment par là que ça passe. Donc on a des entreprises qui s'investissent aujourd'hui, comme je pense nos deux intervenants sont là aujourd'hui pour le démontrer, et qui ont une vraie démarche du coup de neutralité avec justement cette réduction ambitieuse. Et également du coup, parce que finalement pour atteindre cet équilibre, il va falloir aussi qu'on développe au maximum les puits qui soient naturels ou technologiques. Donc on attend aussi de la part de tous les acteurs qu'ils investissent dès aujourd'hui dans des projets de séquestration. Donc encore une fois, que ce soit naturel ou technologique. Et donc c'est aussi par l'engagement des entreprises à travers ces projets de séquestration, que ce soit au sein de leur chaîne de valeur ou directement chez des tiers, puisqu'il y a des entreprises qui peuvent le faire directement au sein de leur chaîne de valeur. On a énormément d'entreprises de l'agroalimentaire qui peuvent, auprès de leurs fournisseurs, commencer à développer des projets qui soient plus vertueux en termes de séquestration carbone, etc. Et finalement, c'est vraiment la communication autour de cette démarche avec les différents piliers, les différents leviers d'action que les entreprises doivent communiquer aujourd'hui et ne pas chercher forcément à vouloir se dire « je suis neutre », qui finalement peut aussi s'associer à des démarches qui sont moins vertueuses aujourd'hui et qu'on rencontre aussi. Il ne faut pas croire que toutes les entreprises font bien le job. Il y en a beaucoup et c'est justement celle-là qu'on veut essayer de mettre en valeur et qu'on veut essayer de sortir de ce vocable neutre en carbone pour justement qu'elles ne soient pas mises à côté d'autres entreprises qui, elles, ont recours massivement aujourd'hui à la compensation, à des crédits carbone qu'on trouve encore aujourd'hui sur le marché à très bas coût. Et donc elles vont courir justement pour atteindre ce zéro arithmétique qui n'a pas vraiment de sens quand on raisonne à l'échelle d'une entreprise, étant donné qu'on est sur une définition à l'échelle de la planète.
mais dans un souci de pouvoir afficher ce zéro, vont aller recourir à de la compensation à bas coût, plutôt que finalement d'investir dans de la réelle réduction au sein de leur entreprise, au sein de leur business model, réduction dont on a vraiment besoin si on veut à terme tous atteindre cette neutralité carbone. Merci beaucoup Fanny pour cette réponse très détaillée. Il y avait une dernière question. Bon, au départ, j'avais la même, donc bon, je vais devoir aller peut-être un cran plus loin. Donc, est-ce que ce bilan-là contient aussi des éléments justement d'émissions évitées, enfin, dans le sens où les actions d'une entreprise peuvent éviter des émissions chez une autre. Enfin, par exemple, je pense à Racer qui vend des gants pour le vélo, donc ça contribue au fait que les gens font du vélo. Ouais, la question portait sur les émissions évitées. Est-ce que ça s'est pris en compte dans le bilan GES ? Alors, par défaut, on focalise d'abord sur les émissions induites et pas les émissions évitées, mais effectivement, ça fait partie d'une information qui est dite plutôt additionnelle au bilan, mais qui est également de regarder, puisque ça fait partie aussi des leviers d'action qu'ont les entreprises aujourd'hui, hein, on ne va pas se mentir, parce que si je repars un petit peu sur l'objectif de neutralité, ou voire sur l'objectif qu'on entend tous parler à notre niveau individuel, qui est qu'il faut qu'on atteigne les 2 tonnes de CO2 par habitant pour atteindre la neutralité carbone en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, atteindre 2 tonnes, c'est quand même très compliqué de par rien que l'écosystème qui lui-même est carboné. Quand vous achetez, même si vous achetez des produits bio, locaux, etc., il y a un moment donné, vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez, il y a quand même du carbone dans votre écosystème. Et tant que l'écosystème, et donc ce que nous mettent à disposition aujourd'hui les entreprises, les uns et les autres, n'ont pas réduit eux-mêmes leur empreinte carbone, tout l'écosystème fera que il sera toujours carboné, même si vous avez des comportements très vertueux. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où, du coup, dans les stratégies d'entreprise aussi, au-delà de réduire son impact carbone, c'est aussi se poser la question de finalement, est-ce que mon activité aujourd'hui, est-ce que les solutions, les produits et les services que je mets à disposition sont compatibles avec un monde bas carbone ? Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, réfléchir finalement à savoir est-ce que mon activité est vraiment nécessaire et suffisante, et dans comment redéfinir en fait son business model pour aller vers des solutions qui sont plus compatibles avec un monde 2 degrés. Une autre question. On profite d'être le dernier atelier pour prolonger. Oui, merci. Alors, il me semble d'ailleurs que l'ADEME a fait une note sur la neutralité, et en fait, pour le coup, qu'elle dit que ça n'a aucun sens pour une entreprise, que ça a du sens lorsque c'est un très grand nombre de pays, de mémoire. Il y a un autre point, c'est que je sais que sur l'ADEME, il y a ce qu'on appelle le BGS, le bilan carbone, mais qu'aujourd'hui, assez peu d'entreprises mettent sur le site. Et en plus, elle concerne que la partie scope 1, scope 2, donc pas les parties en amont et en aval. C'est pas de manière annuelle. Est-ce que vous avez justement des moyens pour pousser, pour que ça aille plus loin? Alors juste pour information, notamment je travaille sur le Shift Project, et j'avais proposé un amendement pour que ça soit annuel. Malheureusement il n'est pas passé, avec le scope 3 etc, mais il n'est pas passé. Mais de votre côté, est-ce que vous engagez auprès des entreprises pour que justement elles montrent plus ces informations, parce que parfois elles sont sur leur site, sur un site PDF, mais elles ne sont pas centralisées chez vous, quoi? Alors oui, on peut peut-être faire un petit retour en arrière, parce que là, c'est vrai que le diagnostic des carbone actions dont ont bénéficié nos 2 témoins aujourd'hui et qu'a présenté Hélène, c'est un diagnostic qui est à destination uniquement des entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en France, on a une réglementation qui existe, qui oblige du coup toutes les entreprises de plus de 500 salariés à faire leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous le dites, pour l'instant, on est uniquement sur du scope 1 et 2, donc on va dire les émissions directes plus l'électricité. Il faut savoir qu'il y a un décret en cours de publication qui normalement doit sortir d'ici la fin de l'année, qui modifie cette obligation réglementaire et l'étend justement au scope 3 et aux émissions indirectes. Donc à partir normalement de mi-2022, il entrera en vigueur, le temps que les entreprises, quand même, une fois que le décret est publié, aient le temps de se retourner. Donc mi-2022, toutes les entreprises du coup de plus de 500 salariés devront inclure les émissions indirectes dans leur publication sur la plateforme du coup Bilan GES. Après, on ne se cache pas. Alors bon, la dernière évaluation qu'on a faite date de 2018. Donc il va falloir qu'on la refasse. On se dit que 2020, c'était pas forcément la bonne année pour faire une évaluation. Donc on attendra l'année prochaine. Et c'est vrai que le taux de conformité des entreprises par rapport à la réglementation, on arrivait péniblement à un 35% de taux de conformité. C'est-à-dire qu'à peine un tiers des entreprises qui sont soumises à la réglementation ont fait et ont publié leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
Donc il y a un gros travail de ce côté-là, d'essayer d'engager un peu plus les entreprises. Côté ADEME, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est essayer de développer un peu plus la promotion et la diffusion des guides sectoriels. Donc c'est une ressource qui est vraiment très intéressante et sur laquelle il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer, qui est, quand je suis une entreprise de tel secteur, qu'est-ce que ça veut dire faire mon bilan GES? Et grosso modo, il y a un peu des coupes-fils tout au long du guide qui vous permet de dire, bah voilà, je sais que quand je suis dans ce secteur-là, ce poste-là, il n'est pas prépondérant pour moi, on ne va pas y passer 4 jours. Par contre, il faut mettre le paquet sur tel et tel poste, les bases de données qui existent et qui sont plus propices par rapport à mon secteur d'activité, etc., etc. Donc on est vraiment plus dans la démarche volontaire. Et surtout aujourd'hui, notre cheval de bataille côté ADEME, c'est que finalement les grosses entreprises, elles ont les moyens. Si elles n'ont toujours pas compris qu'il fallait y aller, c'est plutôt elles qu'elles mettent en danger d'un point de vue compétitivité et résilience demain. Et notre but à nous aujourd'hui, et c'est le rôle avec BPI et notre diagnostic, je vais très très vite, c'est justement plutôt d'engager les petites entreprises, donc tout ce qui est PME, à s'engager dans cette démarche-là, qui avait été pas mal stoppée justement avec la mise en place de la réglementation, il n'y avait plus d'aide, etc. Enfin, ça avait pas mal ralenti. Et là aujourd'hui, c'est de profiter justement de cette prise de conscience qui est quand même de plus en plus importante pour relancer la dynamique avec les entreprises volontaires. Merci beaucoup Fanny pour tous ces éclairages et merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci. Merci beaucoup.